Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va commencer la session. Emmanuel Soyer, responsable du CERT Santé. Donc, on va faire un état des lieux de la menace cyber en 2021, issu principalement du rapport qu'on a publié le mois dernier. Et puis, je présenterai brièvement quelques activités du CERT Santé. Et puis ensuite, on passera à une présentation d'une activité qui a été lancée il y a quelques mois dans la mise en place d'un exercice de crise, d'un kit d'exercice de crise avec la coopération entre le ministère, l'ANS et les régions. Voilà, je vais présenter quelques chiffres. Donc, on a publié le rapport il y a un mois, à peu près un mois, sur le site cyberveille.gouv.fr. Donc, c'est le site sur lequel on publie nos informations sur la menace, sur les vulnérabilités, sur ton nombre d'informations de veille, déjà depuis presque 5 ans. Donc, ce qu'il faut noter pour cette année 2021, donc, en termes de chiffres sur les incidents qui sont déclarés, donc ce sont uniquement les incidents qui nous sont déclarés via le portail des signalements. Donc, et on peut constater qu'on a une augmentation importante du nombre d'incidents, principalement liés par deux causes. Une première cause, c'est qu'on a des incidents qui ont concerné plusieurs prestataires, donc qui ont impacté en fait des prestataires qui hébergeaient des solutions e-santé pour différents types de catégories d'établissements sanitaires et médico-sociaux. Et donc forcément, ces prestataires, lorsqu'ils sont impactés soit par une activité malveillante de type rançongiciel, soit par un dysfonctionnement de tout ordre, soit par une fuite de données, eh bien, on a forcément plusieurs centaines parfois d'établissements qui sont impactés. Et le deuxième axe, c'est l'activité, c'est la menace rançongiciel qui était toujours importante en 2021, surtout au premier trimestre 2021, et qui a impacté plusieurs établissements de façon très importante. Donc ça a fait l'objet de publications dans la presse, d'informations grand public. Et puis forcément, donc on a aussi un rançongiciel qui impacte un prestataire, eh bien ça impacte, comme je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs dizaines, voire centaines d'établissements. L'autre activité, donc c'est l'activité de gestion des signalements d'incidents, donc de réponse à incidents. Donc notre activité là, c'est d'apporter un appui, d'accompagner les structures qui nous le demandent dans la réponse à incident, donc de l'analyse de la menace, dans l'analyse de l'impact technique au sein de la structure de l'incident, de l'analyse des vulnérabilités intrinsèques du système d'information qui ont fait l'objet d'une exploitation par les attaquants, et ensuite de proposer au regard de cette analyse, de cet appui technique, des solutions de remédiation. L'autre activité qui est très importante, puisque c'est l'activité de prévention, c'est vraiment celle de travailler en amont pour qu'une attaque de type rançongiciel ne puisse pas être menée par l'attaquant au sein du système d'information victime. Donc c'est de pouvoir travailler en amont pour alerter sur les vulnérabilités critiques qui peuvent faire l'objet de campagnes d'exploitation importantes de la part d'attaquants sur Internet, et donc de pouvoir informer les structures qui sont potentiellement soit concernées par cette vulnérabilité, soit déjà pour lesquelles il peut y avoir une activité malveillante dans l'exploitation de la vulnérabilité qui touche ces structures. Et donc c'est une activité d'envoi d'alerte, puisqu'on travaille depuis 2 ans avec l'ANSSI sur une base de connaissances de l'exposition des établissements de santé sur Internet, donc leurs serveurs, tous les composants, les accès qu'elles peuvent exposer sur Internet, la connaissance des solutions, et de pouvoir ensuite leur pousser automatiquement des messages leur indiquant la mise en œuvre, déjà que le système est potentiellement impacté par une vulnérabilité, qu'il faut mettre en place des mesures de remédiation, de correction ou des contre-mesures pour se protéger de cet accès initial que pourrait utiliser l'attaquant pour ensuite entrer dans le système d'information et déployer un rançongiciel. Et donc on a fait plusieurs campagnes d'alerte qui ont soulevé des cas de compromission avérés au sein des systèmes d'information, donc qui ont permis ensuite de mettre en place les mesures de remédiation et de pouvoir bloquer les attaques qui étaient en cours au sein de systèmes d'information, et de pouvoir aider sur la dimension investigation les structures pour pouvoir identifier le périmètre qui pouvait être potentiellement compromis et d'y mettre en place les mesures de remédiation. Voilà les chiffres. Donc une activité importante, tant en termes de nombre d'incidents, mais aussi d'envoi d'alerte, puisqu'il y a eu de nombreuses campagnes
d'alerte liées à des vulnérabilités importantes sur la messagerie Exchange, donc la messagerie, et sur les accès VPN. Concernant les déclarants, donc on a principalement des déclarants qui sont issus qui sont des établissements de santé. Donc ça, c'est depuis le début. En fait, les établissements de santé sont dans l'obligation de déclarer les incidents. Donc on a quasiment 90% des déclarants, 85% des déclarants qui sont des établissements de santé. Dans ce type de déclarants, on a principalement en fait des établissements publics qui sont issus de groupements hospitaliers de territoire, en particulier des opérateurs de services essentiels qui sont sensibilisés à la déclaration et qui souvent nous sollicitent ou qui sollicitent aussi l'ANSSI lorsqu'ils identifient une activité potentiellement malveillante au sein soit du système qui est exposé sur Internet, soit au sein de leur système d'information. Et on a depuis 2021 un nombre conséquent qui a augmenté de façon significative d'établissements médico-sociaux qui ont été pour la plupart souvent impactés indirectement par les attaques qui ont visé ou les incidents qui ont été rencontrés par des prestataires. J'y reviendrai après. Les trois principales types de menaces qu'on retrouve, donc ce sont le vol d'identifiants, donc la compromission des systèmes par les vols d'identifiants de mots de passe, de comptes de messagerie, de comptes VPN, donc de comptes d'accès à distance, soit sur des systèmes qui sont propriétaires, donc de VPN, soit sur des systèmes classiques de type d'accès à distance Windows. Donc ça, c'est une des sources les plus importantes. Ensuite, bien sûr, on a l'activité rançongiciel qui, en 2022, quand même, s'est relativement a ralenti et qui, depuis le début de l'année, on peut dire on a des incidents de type rançongiciel, mais qui ont des impacts moins importants, qui sont correctement mieux gérés et pour lesquels, je dirais, la réponse qui est apportée est plus efficace et correspond et permet aussi aux structures de ne pas avoir à interrompre leur système d'information dans leur totalité pour répondre à cette menace. En matière d'éléments, enfin d'attaques, on a bien sûr l'attaque qui arrive dans le système d'information au travers de la messagerie, donc des activités de phishing. C'est une attaque c'est une modalité d'attaque qui est toujours en cours qui est toujours active, mais pour lequel donc il y a une activité de sensibilisation qui est déployée au sein des structures et qui permet de mieux gérer ce type de menaces. Les principaux événements pour 2021, j'ai commencé à en parler. Au premier semestre, on a eu des attaques importantes de rançongiciel. On a eu aussi principalement le secteur de la biologie qui était impacté par de la fuite de données, qui n'était pas forcément liée à une activité malveillante, à une vulnérabilité spécifique du système, mais plutôt à des erreurs d'administration, des erreurs dans la gestion des systèmes qui étaient exposés sur Internet ou et pour lesquels il y avait une nécessité pour des patients ou des professionnels de santé d'accéder à distance. Et donc souvent, en tout cas les incidents qui nous ont été remontés étaient souvent liés à ce type de gestion ou d'erreurs ou de problèmes liés à un manque de rigueur dans la gestion des accès, dans l'administration des systèmes qui étaient exposés sur Internet. On a eu au deuxième semestre aussi, ce qui est plutôt rare, donc l'événement qui a impacté la PHP et qui a été victime d'une exfiltration de données liée à l'exploitation d'une vulnérabilité qu'on appelle Zero Day. Donc on a eu un attaquant qui a ciblé spécifiquement un équipement qui a été utilisé, une solution qui a été utilisée par la PHP pour ensuite faire une analyse de la solution, une analyse de vulnérabilité, pouvoir identifier une vulnérabilité qui n'avait pas été identifiée par l'éditeur de la solution. Cet événement d'ailleurs a fait l'objet, comme d'autres bien sûr, d'un dépôt de plainte et d'actions en justice de la part de la PHP. Un point important aussi que je peux préciser, c'est que lorsque les incidents ont touché les hébergeurs, il y a eu quand même une réactivité importante de l'hébergeur pour isoler les systèmes qui étaient impactés par les attaques,
pour éviter le rebond de ces attaques vers les clients. Il faut noter quand même une réactivité et une bonne gestion des incidents dont l'origine était malveillante, de ces hébergeurs qui ont isolé leur système, qui ont alerté leurs clients dans des délais très contraints, très restreints, très courts, et qui ont permis aussi pour cette attaque ne rebondisse pas chez leurs clients. Et ensuite, on développé les mesures qu'il fallait pour modifier les comptes et pour ensuite, concernant les systèmes impactés, faire l'investigation, analyser la menace et mettre en place les mesures de remédiation adaptées. Donc on peut effectivement, on a sur cette chronologie des prestataires qui sont identifiés. Hein. Donc tous ces événements ont fait l'objet de communication publique. Mais il faut souligner quand même leur réactivité vis-à-vis de la réponse à l'incident auquel elles ont dû répondre et qui a été, en tout cas, qui a permis de rétablir le service dans des délais acceptables. Les délais sont toujours trop longs, mais et surtout de ne pas permettre un rebond de l'attaque et un rebond de la compromission vers les clients. Rapidement, les services du CERT, donc j'en ai parlé, donc les services de réponse à incidents, le service de prévention, donc la veille proactive dont je viens de parler, c'est-à-dire de pousser des mails d'alerte spécifiquement aux établissements qui sont concernés par une vulnérabilité ou potentiellement aussi par une attaque ciblée. On a une activité aussi de test, puisque l'activité, comme j'ai dit, donc l'activité de phishing est toujours une activité qui est développée, qui est mise en œuvre par les attaquants, donc de pouvoir aussi offrir aux structures un outil de test en ligne qui permet de tester le contrôle qui est réalisé par les outils de messagerie sur les messages qui sont envoyés pour pouvoir tester le contenu des messages, les pièces jointes. Donc c'est une activité aussi qu'on mène de prévention, qu'on propose. Et puis il y a toute l'activité aussi post-incident qu'on propose, d'un accompagnement dans la durée. Parce que souvent on identifie des vulnérabilités qui ne peuvent pas être corrigées, on va dire, dans des délais courts. Et donc il y a toute une démarche d'accompagnement, pas de refonte, mais d'amélioration progressive du système qui peut se faire que dans le temps. Typiquement en ce qui concerne dans la dimension de la gestion de l'Active Directory, la gestion des sauvegardes, enfin des éléments, des parties les plus critiques du système d'information et qui permettent progressivement à l'établissement de progresser dans sa résilience vis-à-vis de la menace cyber. La dernière activité de veille et de sensibilisation, c'est principalement porté par le portail Cyberveille, donc d'informations sur les vulnérabilités, de partage d'informations sur l'espace privé, sur des indicateurs, principalement sur des indicateurs, et puis aussi de disposer sur l'espace privé aussi d'un espace d'échange qui permet aux établissements d'échanger sur telle ou telle thématique de cybersécurité. Et puis depuis peu, on a mis en place, pour faciliter surtout la coopération dans le domaine de la réponse aux incidents, la coopération opérationnelle, un salon de CHAP CERT Santé. Donc si vous souhaitez intégrer ce salon, alors qui est bien sûr dédié aux établissements de santé, vous pouvez en faire la demande à cyberveillesanté.gouv.fr et ça permet d'être aussi plus efficace dans le partage d'informations opérationnelles entre les structures, entre nous et les structures. Il y a aussi l'ANSSI qui participe à ce salon et de pouvoir apporter et partager les solutions les plus efficaces. Les différents services, j'en ai parlé, le service de veille, on le fait aussi sur l'identification de serveurs qui sont compromis. On a un certain nombre de communautés qui partagent des informations sur des activités malveillantes. On est en capacité donc d'informer un établissement lorsque potentiellement il expose un serveur web, un serveur d'application qui est potentiellement compromis. Donc il y a une activité typiquement de relais de messages malveillants, d'attaque par brute force, de pouvoir l'informer et de pouvoir lui proposer les mesures de remédiation. La veille, j'en ai déjà parlé, et bien sûr, on anime régulièrement des webinaires. Toute l'information sur les webinaires, on le restitue sur le portail Cyberveille Santé. Et puis vous trouvez aussi toute l'information, l'organisation des webinaires sur isanté.gouv.fr. Voilà, j'en ai terminé sur la partie d'activité du CERT Santé, donc tant dans le domaine de la prévention, la sensibilisation et puis de la réponse à incident, qui est le cœur de l'activité du CERT Santé. Hop, je vais transmettre la main à mes...
Merci Emmanuel. Alors déjà, est-ce que vous avez des questions pour Emmanuel sur le CERT Santé? Pas hésiter à prendre la parole, on peut vous passer aussi des micros. Vous êtes timide. Voilà, donc en fait, l'agence du numérique en santé porte effectivement le CERT Santé avec toutes les missions que Emmanuel vient de vous présenter. Mais dans le cadre de sa nouvelle gouvernance, depuis un an, l'agence du numérique en santé vient intégrer les agences régionales de santé et les groupements régionaux d'appui au déploiement de l'e-santé dans sa gouvernance. Pardon. Et de ce fait, nous avons recueilli les besoins que souhaitaient traiter les régions comme thématique prioritaire et la cybersécurité est remontée comme thématique à traiter et ce, en raison d'un plan de renforcement cybersécurité qui leur a été confié par le fonctionnaire de la sécurité des systèmes d'information, HFDS. Donc un groupe de travail territorial est né. Il se réunit depuis un an toutes les 6 semaines, rassemble donc toutes les régions, ARS et GRAD. Et donc on a identifié un certain nombre de chantiers que pourra vous présenter Oriane tout à l'heure. Ce groupe de travail territorial est animé par 4 sponsors qui viennent des régions. Donc vous avez Steven Garnier de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, Jamil Vaïd de l'ARS de La Réunion, donc Oriane Lemel du GCSI Santé Pays de la Loire et enfin Rémi Théi du grade Cézanne et qui sera représenté aujourd'hui par Émilie Sain qui est avec nous. Voilà. Donc on a un objectif de pouvoir identifier quels sont les freins que peuvent rencontrer les régions dans la déclinaison territoriale de ce plan de renforcement cyber qui regroupe un certain nombre d'actions où on demande finalement aux ARS et aux grades de plus s'impliquer auprès des établissements sanitaires, établissements sociaux, médico-sociaux, de mettre en place un certain nombre, une offre finalement de sensibilisation, d'animation territoriale, d'appui aux établissements. Voilà, donc 2 chantiers dédiés ont été mis en place et je vais passer du coup la parole à Oriane. Merci Elodie. Alors effectivement, Elodie venait de vous le présenter, il y a un certain besoin des régions qui s'est fait ressentir de pouvoir partager autour des sujets de cybersécurité, notamment liés à la mise en place de ce plan de renforcement cyber qui, je le rappelle, donnait lieu à un plan produit par le ministère suite aux différents incidents qui s'étaient produits sur l'année 2021, tels qu'Emmanuel les a présentés tout à l'heure et qui avaient fait l'objet d'une intervention du président de la République. Donc ce plan de renforcement cyber, il demande aux régions de mettre en place un certain nombre d'actions et notamment la mise en place d'un accompagnement à la réalisation d'exercices de crise qui a fait l'objet d'un premier chantier auquel nous avons contribué avec le CERT Santé afin de produire des kits d'exercices déclinés à la fois pour le sanitaire et le médico-social dans l'objectif d'accompagner les structures à la réalisation de ces exercices. Et un deuxième chantier autour de la sensibilisation où là l'objectif c'était de pouvoir acculturer les structures et produire des outils de sensibilisation mutualisés à destination de l'ensemble des acteurs de santé des régions et de voir comment entre régions on pouvait partager nos bonnes pratiques et opérer des retours d'expérience qui seraient profitables à tous. Nous avons également profité pour échanger avec le fonctionnaire de sécurité DSI du ministère pour obtenir quelques informations supplémentaires et précisions sur la mise en œuvre du plan de renforcement cyber, ce qui a donné l'objet d'une note particulière pour pouvoir éclairer les régions sur la mise en œuvre. Steven. Bonjour à tous. Et donc, de ces échanges du GTT est sorti un kit pour animer des exercices de cybercrise. Alors, l'objectif du kit, c'est vraiment que l'établissement sanitaire médico-social soit absolument autonome pour réaliser l'animation de l'exercice. Donc, il est composé de livrets d'animation à destination des animateurs, mais aussi à destination des joueurs, des fiches mémo, des fiches pratiques, pour réaliser en totale autonomie l'exercice. Il y a 3 kits qui sont en fonction de la maturité de la structure. Chacun des kits a un niveau de difficulté croissant. Et vous allez me dire, oui, mais lequel choisir ? Eh bien, simplement en complétant la grille d'auto-évaluation. Cette grille est composée de 23 questions SSI qui va vous orienter vers le kit qui vous correspond le mieux. Et donc, je laisse... Ah bah oui.
Donc le premier kit, le kit débutant, est prévu pour être joué sur une durée d'1 h 30, débriefing à chaud inclus. Il a pour objectifs principaux de sensibiliser les directions aux impacts métiers d'une crise cyber et d'initier aux premiers réflexes que doit avoir une cellule de crise, et notamment sur l'aspect communication. Ce kit a 2 déclinaisons, puisqu'on a jugé nécessaire d'en faire une spécifique pour les établissements sanitaires et une autre où on a décliné notamment le vocabulaire pour les établissements médico-sociaux. Et ce kit est aujourd'hui terminé et va être très prochainement mis à disposition de tous. Alors, le deuxième kit, le kit intermédiaire, en plus des bonnes pratiques et de la prise de conscience de l'importance de réaliser l'exercice, permet aussi de tester l'assimilation des procédures de PCA. Voilà. Donc aujourd'hui, le kit à destination du sanitaire est créé. Il va être testé sur des structures pilotes et le médico-social arrivera dans sa déclinaison un peu plus tard. Concernant le kit confirmé, donc là on est en plus de tout ce que nous avons testé en amont, on est aussi sur tout ce qui est éprouver la capacité de la communication et de la coordination entre plusieurs établissements de santé. Donc là on est plus sur un niveau GHT, territorial, etc. Le kit devrait être publié plutôt sur la fin de l'année 2022. Comme on vous le disait, le kit débutant a déjà été testé par 4 établissements, 2 établissements sanitaires publics, un établissement sanitaire privé et un ESMS. Ce qui ressort de ces 4 pilotes, globalement une grande satisfaction des participants, puisque tout le monde s'est estimé satisfait, voire très satisfait. Quelques mots-clés en sont ressortis dans les débriefings à chaud, notamment une prise de conscience de la part de la direction de la gravité que peut avoir un incident qui ne concerne pourtant initialement que l'IT. Des prises de conscience sur les forces et faiblesses des procédures existantes, parce que forcément là on parle beaucoup de l'importance des procédures dégradées, et pas uniquement au niveau informatique mais surtout au niveau métier, et l'implication de l'ensemble des équipes et pas uniquement des équipes informatiques. J'en dirai pas plus sur les rétex, puisque vous allez avoir le rétex de 2 des établissements qui sont mentionnés ici, puisqu'on a notre équipe de Bretons composée des 2 Gilles et Nicolas qui vont venir vous présenter leur rétex. Il n'y en a qu'un micro ou 2 ? Okay. Bonjour à tous. Gilles Laroche, donc chef de projet cybersécurité au GCS e-Santé Bretagne. Lorsque l'Agence numérique en santé a fait appel à candidature justement pour tester ce premier kit, nous avons saisi l'opportunité avec l'Agence régionale de santé de proposer effectivement 2 candidatures des 2 établissements que vous voyez ici, à la fois donc, la Polyclinique Saint-Laurent avec Nicolas Milleville, qui est RSSI et DPO du groupe HSTV, et ensuite donc le CH de Saint-Malo également, avec Gilles Robert, donc RSSI et DPO du GHT, Rance Émeraude. Alors on va vous faire, ils vont vous faire un premier retour à la fois donc sur la réalisation en lui-même de l'exercice de crise, hein, donc c'était le kit débutant, et ensuite ils feront un premier retour sur les enseignements par rapport à ces 2 exercices de crise et ces enseignements qui ont été très riches. Bonjour à tous. Effectivement, grâce à l'ANS et à Gilles du GCS e-Santé, dès lors que l'opportunité s'est présentée de réaliser un exercice de cybercrise, nous avons sauté sur l'opportunité. Grâce à cela, on a réussi à mettre les directions autour de la table, direction des soins, direction de l'établissement, direction de la qualité et également la direction des systèmes d'information afin de réaliser un bel exercice. Donc ça n'a pas été sans mal, on a mis plus d'1 mois à trouver une date et la formaliser. À ce titre, compte tenu des crises sanitaires qui ont été assez récurrentes ces derniers mois, ils ont déjà été en fait en simulation de crise assez fréquemment. Et donc ce n'était qu'un penchant des crises sanitaires
mais vers la sécurité informatique. Grâce à Wavestone, qui nous a accompagnés sur l'exercice, on a pu vraiment les mettre en pratique et détecter en fait des grandes failles sur en fait le processus de crise au sein de notre organisation, quelles sont les interconnexions des systèmes d'information, des applications. Et donc il y avait un grand sens à améliorer tout ça. Gilles, je te laisse la parole également. Merci. Donc nous aussi, quand on a eu l'opportunité de tester ce kit, on s'est précipité pour le faire. Il y avait une attente forte de la direction générale de s'exercer et puis de voir un peu quelles étaient les spécificités d'une gestion de crise cyber. Comme l'a dit Nicolas, effectivement, on a des établissements qui depuis 2-3 ans font de la gestion de crise et pas que simulée, de la vraie gestion de crise purement sanitaire. La difficulté, l'élément perturbant pour nos gestionnaires de crise, c'est que dans le cadre d'une crise cyber, c'est une crise qui évolue, pour laquelle on n'a pas au début une vision claire de ce qui se passe et qui va évoluer très rapidement dans le temps en fonction des décisions qui sont prises. L'exercice nous a permis, comme chez HSTV, de mettre autour de la table les directions des soins, les présidents de CME, les directions générales, les directions de communication qui ont un travail énorme en communication interne et externe, déjà dans un premier temps interne et avec quelque part les outils qui vous restent en fonction du scénario de crise. La direction des systèmes d'information, bien évidemment, qui est jusqu'au cou dans l'exercice, et des référents métiers, gestionnaires de risque, direction qualité. Ce qui est assez remarquable, c'est à quel point les organisations s'adaptent après un petit moment de latence sur qu'est-ce qui se passe, quels sont les impacts, comment ça évolue. Et la connaissance métier de nos référents métiers qui tout de suite voient les solutions dégradées. Et comme le disait Nicolas, on se rend compte qu'on a des solutions dégradées qui permettent de pallier un dysfonctionnement d'une demi-journée supportable, d'une journée encore tenable et qui, passé une journée, sont absolument plus efficientes. Donc c'est aussi un état des lieux de nos procédures dégradées, ce qu'on voit dans le niveau 2 de cet exercice, nos PCA, comment on fait pour y répondre. Et puis je pense comme vous, les impacts d'un établissement par rapport à l'autre. Et quand on éteint des services d'un établissement, quels sont les impacts sur celui qui à côté n'était pas touché sur son propre système d'info, mais qui au final ne peut plus communiquer, ne peut plus faire de transfert de patients. Enfin voilà, des choses très très intéressantes. Quoi rajouter? Gilles, des questions? Après, effectivement, c'est sur la réalisation de l'exercice en lui-même. Je sais qu'on avait pas mal débriefé. Vous aviez relevé 2-3 points justement sur la réalisation en lui-même. Effectivement, dans l'organisation accompagnée par Wavestone, la cellule de crise est déjà constituée. Donc ça, c'est un point négatif dans l'exercice, tout simplement parce qu'il faudrait un petit peu que les interlocuteurs soient dispatchés afin d'appeler directement les intéressés pour leur dire quelque chose se passe, on ne sait pas quel est le périmètre, mais tout du moins, venez nous rejoindre et on va débuter la cellule de crise. Ça, c'est un point fort. Et puis, assez rapidement, cette cellule de crise, elle ne sait pas ce qu'elle fait en fait. Pourquoi ils sont là? On est sur des fonctions de direction qui ne sont pas dans le quotidien du problème technique, d'un poste qui est éteint. Et donc, ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Comme l'expliquait Gilles, l'évolution de la cyberattaque va être assez rapide sur les premières heures, enfin minutes et heures, et la direction, elle, n'a pas cette visibilité. Du coup, il est assez rapidement envisageable de dissocier une cellule de crise organisationnelle et une cellule de crise technique. Et puis qu'il y ait des liens entre les deux cellules de communication. Pour compléter ce que tu dis, effectivement, nous on a eu le même retour de Wavestone. Alors déjà de dire, au début, vous ne savez pas en fonction du périmètre si vous allez devoir déclencher la cellule de crise ou pas. Et ils disaient, mais dans vos établissements, pourquoi vous n'avez pas une pré-alerte de cellule de crise? C'est-à-dire que, en règle générale, c'est la direction des systèmes d'info qui va avoir les premières informations.
et être capable de dire on est en train d'évaluer la gravité de ce qui nous arrive, on prélance la cellule de crise, faites en sorte d'être disponible parce que dans les minutes, heures qui viennent, on va peut-être avoir des décisions importantes à prendre au sein de l'établissement, de fermeture de services, de transfert de patients, d'arrêt d'accueil de patients, ce qui s'est vu dans les établissements qui ont subi des crises. Et donc effectivement, ça c'est quelque chose qui n'existe pas pour le moment, c'est-à-dire mettre en préchauffe la cellule de crise en disant laissez-nous une demi-heure, une heure et puis on voit si on a besoin de vous. C'est un des conseils de Wavestone qui peut être très, très intéressant. Et le retour qu'on a eu, comme toi Nicolas, c'est notre directeur général qui, à la fin de l'exercice, a dit « Je me demande si on ne devrait pas avoir 2 cellules de crise, une métier, une technique, pour qu'il n'y ait pas de perturbation dans le travail de chacune des cellules de crise. Reste à voir derrière comment on les fait communiquer rapidement, efficacement, sans trop se perturber. » Donc tout ça, je pense que les prochains exercices vont permettre d'affiner et à mon avis, on va avoir intérêt à en faire assez régulièrement pour que ça devienne une routine, pour que les décideurs aient une vision assez claire de qu'est-ce qui se passe si je perds tel service, si j'ai tel type de propagation, de quoi je peux amputer mon hôpital en disant voilà, j'arrête complètement la partie messagerie parce que la partie messagerie, c'est pas vital pour mon établissement. Voir les questions qui se posent, comment on avertit en interne les différents services de soins quand vous n'avez plus de messagerie, quand vous n'avez plus les numéros abrégés de téléphonie. Il y a eu des retours d'expérience sur des établissements qui renvoyaient des coursiers dans les services pour tenir au courant des décisions qui étaient prises. Donc il y a tous ces éléments-là qui sont à prendre en compte, à travailler. Et plus on les travaille en amont, plus on est serein sur les exercices et puis surtout le jour où ça risque de nous arriver. Petit dernier mot pour la fin. Il nous reste 5 minutes, enfin 1 minute. Avant l'exercice établi avec Wavestone, nous avions déjà réalisé un premier exercice de cyberattaque regroupant différentes fonctions dans nos différents établissements. Ce qui a vraiment permis, en fait, ce premier exercice de faire une prise de conscience. Et lorsqu'on a eu ce second exercice avec Wavestone, on avait déjà un premier pas de franchi et des premiers réflexes qui étaient établis dans la cellule de crise, dans la communication. Donc, on ne le dira jamais assez, mais il faut se préparer. Voilà. Merci. Ouais, non. Juste un dernier point aussi, qui est un truc qui m'a marqué. Effectivement, parce que j'ai pu assister à la fois à la partie observation et animation. Dans les 2 exercices, effectivement, il y a quelque chose qui m'a marqué. C'est la sensibilisation des directeurs, des directions, des métiers, en fait. On se posait pas mal la question, comment sensibiliser justement les directions, les métiers. Je crois que l'exercice de crise, c'est complètement la solution pour adapter. On les a pendant 1h30, on les débriefe surtout, et ils perçoivent vraiment ce que c'est une crise cyber et les impacts que ça peut avoir. Et vraiment, je pense que ça, rien que pour ça déjà, c'est super. Outre la préparation effectivement des équipes, je pense que la sensibilisation des directions, c'est vraiment un moyen pour effectuer ça, quoi. Voilà. Et bravo en tout cas. Et on est motivé pour être sur les kits, continuer les kits avec d'autres structures qui sont intéressées suite à ces retours d'expérience. Voilà, on est sur les intermédiaires maintenant, je crois. On sait que les agences régionales de santé et les grades ont fait le boulot et que du coup, on entend parler maintenant des kits dans les régions. Donc on a beaucoup de candidats pour la phase intermédiaire. Moi, je voulais remercier très sincèrement du coup le CERT Santé qui aussi contribue fortement et vraiment est en lead sur ce projet d'exercice de crise. Aussi les sponsors et toutes les régions, donc les sponsors que vous avez pu voir et puis les ARS et grades. Et puis voyez, on aligne vraiment et là on est en train d'accélérer très fortement tout cet accompagnement pour faire face à cette menace qui, comme l'a dit Emmanuel, est de plus en plus forte.
Voilà, bah merci. Est-ce que vous avez des questions pour l'ensemble des... Voilà, Non. Toujours timide. Ou alors c'est très clair. C'était très clair, c'est ça? Donc n'hésitez pas, dans tous les cas, à revenir vers nous après l'événement. À bientôt, merci. Merci.